Bonsoir à tous, bienvenue pour cette grande FAQ des 340 000 abonnés et surtout des 2 ans de Livre Noir. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de questions qui ont été posées. Je remercie d'ailleurs les près de 25 000 personnes qui ont participé aux différents sondages ou consultations qui ont été faites sur nos réseaux sociaux, sur Telegram, sur Instagram, sur Twitter ou encore sur YouTube ces derniers jours. J'aurai également l'immense plaisir de vous présenter les différents projets que Livre Noir a pour les prochains mois. D'abord, un grand documentaire sur l'immigration qu'avec notre équipe, on a réalisé ces 9 derniers mois en se rendant à travers le monde dans différents pays comme la Grèce, comme la Turquie, comme la Libye ou encore comme le Maroc, pour essayer justement de faire parler de ce sujet. Je vous parlerai également d'un grand événement qu'on prévoit pour la rentrée de septembre, justement sur le thème de l'immigration et de l'identité. Je vais répondre aussi à beaucoup de questions qui ont été posées ou beaucoup de suggestions sur les invités, les entretiens à venir. Je vous présenterai aussi comment nous avons décidé pour l'année qui vient de développer Livre Noir dans une logique plus transparente et plus participative avec notre communauté. Évidemment, enfin, je répondrai aussi aux quelques critiques qui ont pu être émises à notre rencontre, des critiques parfois légitimes, parce que oui, après 2 ans, c'est aussi l'heure du bilan, de voir ce qui a été bien fait ou ce qui a été mal fait chez Livre Noir. Et c'est la raison pour laquelle je tiens véritablement à vous remercier, vous, la communauté de Livre Noir, de nous soutenir depuis le début, alors que cette aventure avait commencé tout simplement dans un appartement un peu miteux du 15e arrondissement de Paris et qui a progressé jusqu'à 340 000 abonnés et plus de 40 millions de vues uniquement sur YouTube. Je remercie aussi plus spécifiquement tous les contributeurs payants qui nous ont aidés véritablement à construire ce média parce que, évidemment, il fallait une pérennité financière et je leur adressais un mot dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Certaines personnes me taquinent en me disant « mais tu es mécréante » et on rigole de ça. Ça fait très longtemps que l'État a à peu près tout pris aux Français. C'est un raciste, on l'aime pas. Tu vas voir. Viens pas ici, Zemmour. C'est un fils de pute de Zemmour, voilà, tu vas voir. Je suis pour la paix, l'égalité, etc. Descendez. Descendez. On entend très régulièrement des tirs. On entend également des bruits de bombes, de missiles. Mais Taïwan, c'est pas un pays souverain. C'est une partie intégrante de la Chine. Il s'agit de prendre les enfants au berceau pour leur apprendre la haine de la France, la haine des Français, la haine du drapeau français. Se battre pour sauver son identité, sa civilisation. Et ça veut dire regarder en face les dangers mortels qui les menacent. Et je crois à l'humanité, de toutes mes forces. Alors, première question posée sur YouTube, question format, avez-vous prévu des reportages de terrain en province? Alors, on a prévu encore mieux. On s'est fait cette remarque cette année qu'avec la guerre en Ukraine d'un côté et de l'autre la réforme des retraites, la question de l'immigration avait véritablement été mise de côté. On le voit, Emmanuel Macron prévoyait d'ailleurs de faire une grande loi sur l'immigration le mois dernier. Finalement, elle va être découpée et encore une fois, ça sera l'éternel sujet qui sera mis sous le boisseau. Et donc, on a travaillé ces 9 derniers mois sur un grand documentaire sur l'immigration parce qu'on ne veut pas se contenter demain de faire des micro-trottoirs. Beaucoup de choses sont faites sur YouTube. On veut véritablement essayer de construire des documentaires creusés, fouillés, qui viennent du terrain. Parce que faites l'exercice dès maintenant, allez sur YouTube, mettez documentaire immigration, vous tomberez d'ailleurs sur un documentaire du temps présent. À chaque fois, c'est la même chose. Ce sont des documentaires qui sont un peu co-construits finalement avec des associations pro-migrants qui vont vanter le laxisme migratoire et l'ouverture des frontières. Et donc nous, on a voulu se rendre aussi sur la route des migrants, aller analyser en allant à Lesbos, en allant sur la route des Balkans, en Serbie, en Hongrie, en Macédoine du Nord. On s'est rendu également en Afrique, on s'est rendu en Tunisie, à la frontière libyenne, on s'est rendu à Ceuta et on a étudié tous ces éléments-là. L'objectif de ce documentaire,
pour lequel on a aussi beaucoup d'experts reconnus du domaine qui ont accepté d'y collaborer, c'est de le diffuser au mois de septembre. C'est un 90 minutes sur YouTube. Le but, c'est vraiment de faire plus d'1 million de vues, d'avoir un maximum d'impact. Et pour faire ça justement, et je vous en parlerai en fin de cette vidéo, l'objectif aussi, c'est de le diffuser en avant-première lors d'un grand événement sur l'immigration et l'identité. On espère aussi coaliser beaucoup de monde qu'on va organiser avec vous. Ça va être un des éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est l'aspect plus collaboratif de Livre Noir. C'est-à-dire que on a déjà mis, en fait, vous pouvez le trouver en description de cette vidéo, le lien qui vous permet d'acheter votre place pour cet événement de septembre, qui se tournera fin septembre, probablement un samedi. Si vous êtes 300 à prendre votre place au 1er juillet, d'ici le 1er juillet, nous réserverons une salle de 600. Mais si vous êtes 1000, nous réserverons une salle de 2000. Et plus si besoin. Véritablement, ça dépend de vous. Donc, je vous en parle en fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder. Mais oui, les documentaires, les reportages, ça va compter pour nous. Et on va commencer d'abord sur ce thème de l'immigration. Pour les Tunisiens, il n'y a pas de boulot. Comment tu veux que les immigrés travaillent ici? Les gens, ils crèvent ici. Kais Saïed a tenu des propos très durs sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins. Kais Saïed fustige ce qu'il qualifie de hordes de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. La dernière fois, ils ont tué une femme. Ils sont racistes, même c'est ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui. Moi, personnellement, je marche, je m'inquiète parce que je ne sais pas qui va se jeter. Parce que j'ai déjà subi ça. Où on s'est jeté de nulle part avec des cagoules, ils ont commencé à me taper, ils ont pris mes sacs en fuyant. La Tunisie devient grave. Ils sont en train de faire la marche contre les Noirs. Regardez ça. J'aime pas le mot. Vous n'aimez pas? Tu vois, le racisme, c'est partout. Ouais. Parce qu'ils mettent le bazar, parce que... Non, j'aime pas. Vous n'aimez pas, c'est tout? D'accord. Et vous bossez sur le chantier? Oui, oui, travaille sur le chantier. Ah super. Et ça fait longtemps que vous êtes en Tunisie? Non, pas longtemps comme ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le chantier? Pendant 6 mois, 7 mois comme ça. 6 mois, 7 mois, ok. Vous travaillez beaucoup dans la journée? Combien de temps? Bon, de 7h à 16h. Vous avez commencé à 7h du matin là? Oui, oui. D'accord. Et vous êtes payé combien, si c'est pas indiscret? C'est 30 dinars. Vous savez combien un Tunisien est payé? Il est payé plus que vous, un Tunisien ici? Oui, oui. Il est payé combien? Les Tunisiens, comme nous, ouvriers, ils sont payés 45 dinars. Alors maintenant, je passe à une autre question. Oui, ça concerne plutôt la ligne éditoriale. Vous savez, on a présenté un peu sur Livre Noir ces derniers jours. On vous a proposé un sondage. Donc les sondages, ils apparaissent là à l'écran. On vous demandait quelle serait selon vous, quelle devrait être selon vous, la ligne éditoriale de Livre Noir. Donc on vous a proposé conservateur, souverainiste, identitaire et neutre. Évidemment, l'objectif, c'était pas du tout de se dire que, in fine, si les souverainistes étaient plus nombreux, on allait dire « allez, c'est bon, on change d'avis, on change d'opinion, on devient pleinement souverainiste ». Non, le but, c'était d'essayer de comprendre, d'essayer de cerner un peu ce que notre audience, que vous
vous projetez sur nous, ce que vous attendez de nous. Et les résultats sont vraiment intéressants parce que justement, ils montrent que les gens n'attendent pas qu'on soit véritablement uniquement souverainiste, uniquement identitaire, uniquement conservateur, mais qu'on peut coaliser une audience large. Et donc, c'est la question là de Salomé, qui n'est pas une question, qui est sa réponse, qui dit « Quelle que soit votre ligne éditoriale, je continuerai de regarder vos interviews, même si je ne suis pas du même bord politique que vous. Et c'est précisément pour ça que je vous suis, car ça me permet de ne pas rester englué dans mes idées. » Donc ça, c'est un élément. Il y a l'autre, donc Pseudo, qui dit « Dans l'absolu, une ligne conservatrice, identitaire et souverainiste à la fois me conviendrait. » Donc qui demande les éléments, je vous les mets à l'écran. Il y a Laurent aussi qui dit « Les 3 premières propositions me semblent liées et méritent de faire partie d'une même ligne directrice. » Alors ça a fait énormément réagir. Hein. On va mettre un peu les différents screenshots des éléments qui sont là. Ce que je peux dire, c'est que Livre Noir, il faut comprendre une chose, c'est qu'à la base, notre rôle, c'était de partir d'un constat simple. Il y a énormément de gens qui disent des choses intéressantes, qui font des ouvrages, qui produisent des études, et à qui on ne tend pas le micro. Ces gens-là, ils n'ont pas leur petite plage chez BFM TV où ils peuvent toucher 400 ou 500 euros à chaque heure qu'ils passent sur ce plateau de télévision. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre un fauteuil, on va faire un beau décor, et on va se contenter de leur donner la parole. Et vous le voyez d'ailleurs depuis le début, le rôle de l'intervieweur de Livre Noir n'est pas de débattre, ça peut arriver parfois sur 1h30 d'entretien pendant 5 ou 10 minutes maximum. Le but est d'abord de tendre le micro. Et donc c'est ça Livre Noir. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez penser. On n'est pas là pour vous dire pour qui vous devez voter. Mais on est là pour essayer de donner la parole à ces gens-là, avec un maximum de diversité. Et évidemment, par définition, en règle générale, ce sont des gens qui ne sont pas avec le système. Parce que les gens du système, ils ont déjà pignon sur rue. D'ailleurs, ils méprisent ces gens-là, YouTube ou les réseaux sociaux, donc ils ne viendraient pas forcément. Dans le même temps, on veut quand même avoir des gens de gauche pour essayer de temps en temps titiller un peu notre audience, nous titiller nous. Donc c'est ce qu'on a fait, ça on l'assume complètement et ça on va le continuer. Parce que Livre Noir à la base, on a entendu parfois certaines critiques qui disent vous recevez des gauchistes, c'est bon, Livre Noir est devenu gauchiste, etc. On l'entend, mais ça nous fait rire parce que dans le même temps, si vous mettez Livre Noir Libération, Livre Noir Mediapart, Livre Noir Nouvelle Obs, Livre Noir Télérama, Livre Noir Les Inrocks, vous voyez les flashs rouges si vous regardez sur Wikipédia, etc. Donc, c'est pas la même chose qu'on vit. Et nous, ce qu'on veut, c'est de temps en temps les recevoir. Et quand Livre Noir, on s'est lancé avec d'abord Laurent Alexandre, qui était le premier invité. Je pense que 90% de notre communauté aujourd'hui n'est pas d'accord avec ses propos. On a reçu Éric Nolot et on a reçu Éric Zemmour, effectivement, au bout du 7e ou du 8e entretien. Donc, on va continuer à essayer de recevoir des gens de gauche. Je salue d'ailleurs Valeurs Actuelles qui l'a fait en recevant Hugo Clément. Et dans le même temps, d'essayer de garder cet équilibre entre les souverainistes, les identitaires et les conservateurs. Après, c'est vrai, il y a une phase d'un peu de bilan. Cette année, on a peut-être donné un peu trop de place au courant souverainiste. Quand je dis trop de place, ça ne veut pas dire que le courant souverainiste ne mérite pas qu'on donne de la place. Ça veut dire que, en fait, on n'a peut-être pas assez parlé de certains sujets d'immigration et d'identité. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la première année, c'était une période d'élection présidentielle. Il n'y avait pas de représentants souverainistes. Donc des gens comme Michel Onfray, on ne les avait pas reçus. Des gens comme Pierre-Yves Rougeron, on ne les avait pas reçus. Et on a beaucoup plus reçu, effectivement, des gens comme Éric Zemmour. Mais pour autant, la deuxième année, on a quand même reçu, et on va les faire passer à l'écran, on a reçu à nouveau Laurent Berton, on a reçu Bernard Lugan, qu'on n'avait jamais reçu, on a reçu à nouveau Damien Rieu, on a reçu Sylvain Durand, par exemple, qui est un jeune, qui n'est pas très connu, et qui a créé une librairie, la librairie des Deux Cités, à Nancy, qui est plutôt vue comme conservatrice identitaire, et qui est régulièrement attaquée par les antifas. Donc on a reçu beaucoup de gens, on a reçu Thaïs Descuffon, qu'on n'avait jamais reçu la première année. Donc on a reçu quand même, malgré tout, pas mal de personnes de ce courant identitaire et conservateur. Mais c'est vrai que le courant souverainiste a pris beaucoup de place parce que la guerre en Ukraine nous a intéressés. Moi, vous savez que je me suis rendu en Ukraine, d'abord côté ukrainien, puis côté russe. Donc je trouvais ça important qu'à un moment donné, alors qu'on avait diffusé des documentaires, de pouvoir continuer là-dessus. Je pense aussi que, et ça c'est ce que l'équipe en pense aussi, c'est que on ne peut pas défendre une logique identitaire ou conservatrice s'il n'y a pas un cadre souverainiste.
et qu'aussi c'est ce que les gens attendent. Et en même temps, forcément, quand on va pousser demain sur une logique identitaire en recevant quelqu'un de très entitaire, eh bien, on va pouvoir voir les points de divergence avec les souverainistes et vice-versa. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est qu'on va continuer à essayer de garder un maximum de choses sans donner non plus notre avis, même si on en a un. C'est pour ça qu'il y a près de 20% des gens qui nous regardent, qui disent qu'il faut qu'on soit neutre. Ce sont des gens qui ne partagent pas forcément notre opinion, mais qui à chaque fois vont dire qu'on fait du bon travail. Et je pense qu'on peut en être fier de ce côté-là. Et on va malgré tout essayer de rééquilibrer justement sur les termes de l'immigration et de l'identité, tout simplement parce qu'effectivement, la guerre en Ukraine et la réforme des retraites ont complètement occulté ce sujet. C'est ce qu'on va faire avec le documentaire Immigration. Alors, CHB qui demande « Vous avez réussi à lever des fonds ?» Alors, effectivement, il y a eu quelques articles qui ont été faits l'année dernière, à peu près 1 an et demi, qui expliquaient que Livre Noir avait effectué une levée de fonds de 300 000 €. Cette levée de fonds, elle n'a pas eu lieu. Je vais vous expliquer pourquoi et quelles ont été les conséquences. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était d'un commun accord. Et en même temps, il y avait cette idée qu'on voulait vraiment pleinement garder notre indépendance. Si à un moment donné, personnellement, j'avais accepté ces fonds et que j'avais signé cette levée de fonds, je n'aurais pas eu les facultés aujourd'hui, comme président de Livre Noir, de prendre le même type de décision qu'avant. Et cette indépendance, en tout cas pour moi, pour notre équipe, elle compte vraiment. Ça a eu un coût, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre 2021, donc lorsqu'on avait notamment lancé notre web TV, tous nos formats, qu'on avait embauché des salariés, etc., la levée de fonds devait se faire, mais pas avant plusieurs mois. Et donc, on avait eu des avances, on avait eu des prêts de nos investisseurs. Et donc, quand on a décidé au mois de mars de ne pas faire cette levée de fonds avec nos investisseurs, eh bien, on a dû rembourser cet argent. Moi, à titre personnel, du coup, j'ai dû m'endetter de près de 45 000 € auprès de gens. Je ne suis pas du tout, à la base, je suis boursier, je ne suis pas du tout un fils de riche, etc. Ce n'est pas du tout de l'argent familial, encore moins de l'argent de moi, parce que j'étais au SMIC quand j'étais chez Livre Noir. Donc, c'était de l'argent de gens qui nous faisaient confiance, qui savaient que c'était un projet qui comptait pour nous et qui nous ont fait des prêts personnels, qui m'ont fait un prêt personnel qui permettait de rembourser cet argent avec des investisseurs qui somme toute, d'ailleurs, étaient très bien. Mais on voulait rester pleinement indépendant. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'objectif d'avoir des investisseurs. Et ce qu'on veut vraiment, c'est construire ce média avec vous. Et ça me renvoie un peu à la question d'avant. Quand on a voulu poser la question sur les réseaux sociaux de quelle devrait être la ligne éditoriale de Livre Noir, j'ai reçu quelques messages critiques qui disaient « Mais à quel moment, Eric, tu demandes à une audience qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que Livre Noir devrait faire, etc. » Et c'est pas crédible, on est décrédibilisé auprès des journalistes, etc. Mais en fait, vous savez, je connais, à force de recevoir des gens sur le fauteuil de Livre Noir, je connais pas mal de monde. Et ces gens-là, à chaque fois, ils prennent des cafés, ils prennent des verres avec des intellectuels, avec des journalistes, avec des politiques du petit milieu parisiano-parisien. Et ils leur demandent, à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire, qui on devrait inviter, comment on devrait fonctionner, etc. Est-ce que c'est plus légitime de demander à ces gens leur avis ? Ou est-ce que ça l'est plus de vous demander à vous, qui nous soutenez depuis le début, qui d'ailleurs peut-être regardez beaucoup plus Livre Noir que les autres. Et c'est la démarche qu'on a voulu faire. On a voulu se dire, à un moment donné, il faut être dans la désintermédiation complète. Il faut vous demander ce que vous voulez. Et donc, ça va être un des projets pour lesquels je vais vous parler aussi en fin de vidéo, qui est vraiment une grande consultation. Vous retrouvez le lien en description de cette vidéo. On vous interroge. On sait qu'on va en septembre se développer à fond. On a beaucoup d'idées de format, mais on veut d'abord savoir si vous les validez. Ça ne veut pas dire qu'en fait, si vous votez pour et qu'il y a plus de gens qui votent pour, on va le faire. On est de droite, donc à un moment donné, on va aussi décider, on va trancher dans le vif. Mais au moins, on va pouvoir savoir ce que notre audience, ce que les gens qui nous soutiennent, les gens qui commentent, les gens qui vont se défendre véritablement, pas juste les petits bourgeois parisiens, ces gens-là, ce qu'ils attendent de Livre Noir. Et donc, c'est pour ça que je vous incite vraiment à avoir cette consultation, parce que les vrais actionnaires de Livre Noir, c'est vous. Ah, autre question très intéressante de Nicolas. Éviter de relayer grossièrement la propagande russe serait déjà un gros projet si vous tenez à vous prétendre journaliste. Donc vous avez vu, déjà, on ne sélectionne pas les questions. Évidemment, il y a des gens qui se sont posés des questions en disant « Ah, d'un coup, Livre Noir, on l'a lu dans Mediapart, on l'a lu dans Libération, est devenu pro-russe. »
Donc ces gens-là qui nous suivent, qui nous font confiance, on leur doit une réponse. Et c'est bien normal. De l'autre côté, je dois aussi vous répondre en toute honnêteté. On a été accusé d'être pro-russe, pourquoi ? Parce qu'on a réalisé des documentaires, et je me suis rendu notamment par exemple dans le Donbass, donc dans les zones en Ukraine contrôlées par les Russes. Mais d'abord, avant ça, on s'était rendu notamment avec Jordan dans les zones en Ukraine qui sont vraiment d'Ukraine. Donc on a commencé ce reportage de ce côté-là, ensuite on est allé de l'autre côté. Et en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on n'a jamais sorti un documentaire qui prenait position. On n'a jamais sorti un documentaire qui parlait de crimes de guerre d'un côté ou de l'autre, qui disait que tel ou tel camp avait une légitimité, etc. On a fait vraiment de l'analyse de terrain. On a fait de l'analyse militaire. On a fait de l'analyse stratégique, notamment à Mariupol, pour étudier les combats urbains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, personnellement, j'aurais adoré, par exemple, retourner en zone en Ukraine, aller à Kiev. Si j'avais eu des accès, j'aurais été ravi de le faire. Mais c'est très compliqué. Parce que une fois qu'on est allé en zone russe, eh bien derrière, forcément, il y a des dangers. Donc c'est dangereux de s'y rendre. Il faut savoir que quand je me suis rendu en zone en Ukraine contrôlée par les Russes, notamment à Mariupol, ça n'a pas du tout été facile. J'ai dû attendre une dizaine de jours avant d'avoir mes autorisations. Pourquoi ? Parce que quand les services de sécurité de Donetsk écrivaient sur Google Eric Techner, ils tombaient sur ma fiche Wikipédia où c'était marqué extrême droite. Et donc, ils se disaient, ça y est, c'est un pote d'Azov. Donc, j'étais suspecté de venir faire de l'espionnage, etc. Donc, j'ai eu d'abord, au bout d'une douzaine de jours, l'autorisation de rentrer en zone à Donetsk, mais je n'avais toujours pas mon autorisation pour avoir l'agrément presse, en fait, pour pouvoir me rendre à Mariupol comme un journaliste. Pour autant, je l'ai fait, je suis monté dans un coffre. Donc, vraiment, là-dessus, il y a eu une prise de risque, etc. Et j'ai pas communiqué à ce moment-là parce qu'il fallait être prudent, mais ça n'a pas du tout été facile. Et c'est au bout de 2 semaines j'ai pu avoir l'autorisation. Je leur ai dit, ben voilà, je suis pas d'Azov, je suis journaliste, j'essaye de faire mon métier. Ils avaient vu d'ailleurs mes reportages en Ukraine où je m'étais rendu pas loin de Kiev. On avait été pris sous des bombardements avec des soutiens de l'Ukraine, des soutiens de Zelensky. Donc ça, c'est l'élément. Nous, on s'est contenté de faire du terrain. Après, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a reçu aussi des invités, des invités qui sont considérés pro-russes par certains journalistes uniquement parce qu'ils vont expliquer qu'en fait, il faut comprendre le point de vue russe. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on aurait aimé aussi recevoir beaucoup plus de gens du côté ukrainien. Mais c'était compliqué, pourquoi ? Pas parce qu'ils allaient dire « vous êtes allé en zone russe, vous êtes pro-russe, on ne vient pas chez vous ». Non, parce qu'ils nous disaient « vous êtes des fachos, vous êtes le média de Zemmour ». Parce qu'en fait, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'élite qui soutient l'Ukraine, dans les faits, sont les mêmes qui sont avec Macron et qui étaient anti-Zemmour. Et d'ailleurs, Zemmour, au début, avait plutôt un postulat, non pas pro-russe, encore une fois, mais un postulat d'équilibre. De base, quand on est dans une logique d'équilibre, ça veut dire qu'on n'est pas dans un club qui défend les Américains, ça veut dire qu'on est pro-russe. Donc, tout de suite, il y a une machine infernale qui se met en place. Mais ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc déjà, il y a des gens qu'on aimerait recevoir, qu'on n'arrive pas à recevoir. Et en même temps, on a eu le général Trinquant, par exemple, qui va sur les plateaux de BFM TV ou qui va sur les plateaux de LCI. Ensuite, on n'a jamais eu de propos qui a voulu défendre. Et enfin, on n'a pas à s'excuser de ce qu'on a fait. Moi, je suis très fier du travail qui a été réalisé. D'ailleurs, notre audience a suivi, parce qu'on a fait un premier reportage à Mariupol qui a fait plus d'1,2 million de vues. On en a fait un autre à 600 000 vues. Donc l'audience, elle était là. Les gens ont soutenu ce travail. Et qu'encore une fois, à un moment donné, on n'a pas réalisé des documentaires sur fond vert. On a passé du temps, on a passé 2-3 mois, c'était difficile humainement, et on l'a fait, et moi je suis fier de ce travail. Et si j'avais pu faire le même travail à Kiev, on avait essayé d'y aller, mais on avait été bloqué au niveau de Jirotimir par un bombardement russe au début de la guerre, eh bien on l'aurait fait de ce côté-là. Donc ça, c'est une vraie réponse. Et ce que je voudrais ajouter, avant de terminer sur cette critique, c'est que beaucoup des personnes qui vont dire aujourd'hui, oui, mais Livre Noir, ou Techner personnellement, parce que c'est moi qui portais ces documentaires, ils sont pro-russes, sont les mêmes qui avant étaient dans des associations plutôt justement proches des relations franco-russes. Alors que moi, de mon côté, j'ai jamais mis les pieds. J'ai jamais mis les pieds dans ce type d'association. Et en fait, ces gens-là, ils ne sont pas dans une logique de se dire il faut pas aller côté russe parce que c'est pas bien ou autre, mais juste parce qu'ils ont peur. Et souvent, ça fait partie, j'en parlerai tout à l'heure, ça fait partie d'un cercle plutôt associé aux conservateurs, qui est plutôt bourgeois et qui, avant tout, sont terrorisés du camp d'Iraton. Ils sont terrorisés. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en fait,
les Russes. Potentiellement, ils allaient d'une certaine façon perdre le conflit. Ça veut dire que même si militairement, ils peuvent s'en sortir, ils se retrouvent affaiblis et ils se retrouvent complètement, ils ne sont plus liés du tout à l'Europe. Et donc, à ce moment-là, ils se disent, nous, il faut faire attention. Il faut faire attention à notre réputation. C'est difficile. Et donc, ils se retrouvent dans une nouvelle allégeance vis-à-vis des Américains. Et moi, je termine juste là-dessus. Je considère aujourd'hui qu'il n'y a aucune possibilité que la France passe dans une logique d'allégeance vis-à-vis de la Russie. La Russie est une économie qui est faible, globalement, alors que les États-Unis, mais on est déjà dans une allégeance. Donc, aujourd'hui, on peut critiquer les États-Unis et il faut le faire parce qu'il y a une logique plutôt d'être entre les deux, entre la Russie et les États-Unis. Mais nous expliquer que parce qu'à un moment donné, on va donner la parole à quelqu'un qui va dire que peut-être que lors des accords de Maïdan, etc., peut-être que lors des accords de Minsk, on n'a pas forcément tout fait comme il fallait, ça veut dire d'un coup devenir un média pro-Kremlin, je trouve ça aberrant. Alors là, il y a une question intéressante de Legon sur YouTube, c'est une question sur l'équipe. Je pense que c'est prévu, mais on peut avoir une présentation de vos équipes. Alors, c'est un point intéressant. Aujourd'hui, on a à peu près 6 ou 7 personnes qui travaillent sur Livre Noir, souvent dans la technique. Ingénieur son, caméraman, programmation, les documentaires. Donc, lorsque je me déplace, par exemple, sur le documentaire Immigration, forcément, il y a un caméraman. En même temps, on se relaye sur différents points. On a vraiment une équipe qui est plutôt de passionnés. Il y a les personnes aussi que vous avez vues. Donc, au début, Livre Noir commence à s'est créé, parce que c'était un peu l'idée. En fait, ça s'est créé à travers des missions de drones. Ah, donc ça paraît original, mais en fait, on avait l'ambition avec des amis de se dire on aimerait, nous, faire notre propre média plutôt que de se sentir obligé d'allumer la télé et d'avoir toujours les mêmes personnes. Mais pour ça, c'est compliqué. Soit on allait voir un producteur ou autre, ça devenait très compliqué et on n'a pas des personnalités qui sont dans des logiques de dépendance. Donc, on s'est dit, on va essayer d'acheter notre propre matériel et on va faire des missions de communication ou des missions différentes qui vont nous permettre de gagner un peu d'argent et de l'investir dans du matériel. Donc, on a travaillé sur des missions de drones pour des sociétés d'immobilier. On a travaillé pour parfois des influenceurs, des hommes politiques. On a travaillé aussi pour une société d'alcool. On a organisé également des événements. Et donc, ça a pris à peu près 9 ou 10 mois pour ça. On a pu du coup acheter différentes caméras, acheter des lumières. On a pu aussi faire un peu tout ça. Et on s'est dit, voilà, maintenant, on peut lancer ce média. On s'est inspiré un peu de ce qui pouvait se faire à gauche, sur les médias un peu d'entretien. On a fait ça, donc je me suis retrouvé un matin à aller voir mes colocataires. Donc moi, j'avais un appartement en colocation, il était 3. Et je suis allé voir pour leur dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord que je transforme ma chambre en studio? Donc vous allez peut-être voir des personnalités importantes ou pas, selon si ça marche ou si ça marche pas, qui vont débarquer. D'un côté, ça les amusait, de l'autre, ils se sont dit, c'est encore un projet de dingo, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Je pense qu'ils n'avaient pas complètement conscience de tout, mais ils ont gentiment accepté, donc je les remercie, je pense qu'ils se reconnaîtront. Et donc, on a installé ce studio, on a pris 3 ou 4 mois, on a fait aussi, et je remercie également tous les jeunes youtubeurs de 15 ans, on a fait des vidéos tuto pour apprendre à faire fonctionner la caméra, le faire aussi dans... vous n'avez pas conscience, mais... avec une luminosité faible, dans un studio fond noir, etc., c'est très compliqué. Et donc, on a fixé cette date de lancement qui était, je crois, le 14 février 2021. Donc, c'était le jour de la Saint-Valentin. On n'avait pas fait exprès. On s'est lancé avec Laurent Alexandre. Et donc, je l'avais fait aussi avec un associé qui s'appelle Swan Polydor, qui avait créé le site internet de Livre Noir, et avec aussi vraiment tous les techniciens, bras droit qui m'aidaient sur les différents éléments, etc. Des gens que vous n'avez jamais vus chez Livre Noir, mais qui étaient consacrés du lundi au dimanche. Et donc, on a lancé ça avec notre intervieweur François Devoyer, à qui j'ai proposé 3 mois plus tard d'intégrer également le capital de Livre Noir, ce qui faisait qu'on était 3 associés. C'est comme ça que ça s'est lancé. Et après, au bout de 7 ou 8 entretiens, on a reçu donc Éric Zemmour, qu'on connaissait, puisque moi, personnellement, j'avais été un des 3 co-organisateurs de la convention de la droite. Je connaissais un peu Sarah Knafo, et donc j'avais parlé un peu de cette possibilité de faire un entretien qui soit intéressant. Elle a accepté, ça fait un boom. On avait 25 000 abonnés, on est passé à 50 000 abonnés. Et on s'est dit... on n'a pas envie de rester uniquement sur le modèle des entretiens. Il y a l'élection présidentielle qui arrive, la campagne présidentielle.
Les gens, ils ont besoin de nouveaux médias, ils ont besoin d'impulsion. Et donc, il faut partir sur du reportage, il faut partir sur du terrain. Et donc, pour ça, pendant l'été 2021, je suis allé voir des amis, des gens avec qui j'avais pu travailler une époque aussi un peu en politique. Je pense à Jordan, qui était LR. Je leur ai dit, voilà, est-ce que vous voulez rejoindre l'équipe? Et donc, c'est là, on a recruté des gens comme Maud, des gens comme Jordan, des alternants en montage. On travaillait dans le couloir de l'appartement. J'ai un colocataire qui a fini par partir. Au bout du compte, on a récupéré complètement l'appartement, pas parce que ça s'est mal passé, mais parce que c'était gentil de libérer l'espace au fur et à mesure qu'on remplissait cet appartement. Et donc, c'est construit comme ça, énormément de documentaires, énormément de reportages qui se sont créés, donc une équipe. Après, certains sont partis, notamment parce que je l'expliquais tout à l'heure, pour des raisons financières, après la présidentielle, il a fallu faire plus attention et il a fallu aussi rentrer dans une logique, là, cette année, de plus de réflexion sur la suite. Parce que ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est trouver un modèle où on arrive à construire un média pérenne, solide, où vraiment on puisse faire aussi des documentaires qui ont de la valeur. Et donc, tout en continuant les entretiens cette année, on a essayé de pérenniser. Moi, je suis aussi entrepreneur en tant que président et mandataire social de Livre Noir pour essayer de faire en sorte que ce soit une société qui fonctionne, que vous sachiez que ce média, il existera dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être pour vos enfants ou vos petits-enfants. Donc, c'était l'objectif. Et donc, on a essayé un peu de consolider tout ça cette année. Et là, on est en train de recruter d'autres personnes. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des alternances, des stages en communication digitale, en montage, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un mail avec l'adresse mail qui s'affiche ici. Et je remercie vraiment aussi bien tous ceux qui étaient avant chez Livre Noir, qui ont fait des super reportages, mais également tous ceux à qui on ne pense jamais, qui sont derrière la caméra. Ces gens-là qui, quand vous mettez le moindre commentaire qui dit « le son, il n'est pas bon, l'angle, il n'est pas bon, la lumière, elle n'est pas bonne », la vérité, c'est que moi, derrière, je les appelle, parfois on s'engueule, etc. Ils doivent parfois revenir le dimanche, on doit refaire les éléments, etc., pour essayer de vous proposer un contenu de meilleure qualité. Et je pense que c'est quelque chose qui... Moi, je n'ai jamais, en tout cas... en dehors de Livre Noir, on rencontrait des jeunes qui travaillaient aussi bien et surtout qui étaient dans l'apprentissage, qui savaient apprendre à chaque fois et écouter l'audience, regarder les commentaires pour se dire comment on va essayer de faire un entretien, un reportage, un documentaire meilleur que celui de la dernière fois en s'inspirant des retours. Donc voilà au niveau de ma réponse sur l'équipe. Alors, question intéressante, là c'est sur le canal Telegram de Livre Noir, donc je vous invite d'ailleurs à rejoindre ce canal. Un nouveau format proposant de véritables échanges entre des idées antagonistes, un Bernard Lugan versus Kémy Séba serait fabuleux. Je crois d'ailleurs qu'un de mes programmateurs m'a dit tout à l'heure que Kémy Séba pourrait être dispo, il faudra qu'on en parle, je pense qu'il m'entend. Alors ça fait partie de la grande consultation qu'on lance. Vous la retrouvez en description. On a plein d'idées, on en a plein pour la rentrée de septembre. On sait qu'on va en mettre un certain nombre en œuvre. Mais d'abord, avant de vous les annoncer, on veut avoir votre avis. Donc rendez-vous sur ce questionnaire et dites si ça vous intéresse. Et si vous pensez qu'il vaut mieux faire telle ou telle chose, tel ou tel format de débat, etc. Parce que c'est important. Nous, on ne veut plus demain vous proposer un format où on va abandonner au bout de 3 mois. Là, on a 4 à 5 mois avant la rentrée de septembre et c'est tout l'avantage justement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et ces formats de débat, en tout cas, je trouve que El Risitas a de bonnes intuitions. Alors, une question, alors oui, ça qui me tient à cœur de Valentin Krohn, ça sera bien d'avoir enfin des nouvelles. Le canal abonné Livre Noir est mort depuis septembre 2022, ce qui a probablement donné la sensation à beaucoup de payer un abonnement dans le vent. En tout cas, bonne continuation si vous repartez de plus belle. En tout cas, je remercie Valentin. Nous, on a lancé en octobre 2021 une web TV où on vous proposait justement des documentaires exclusifs, des contenus exclusifs, en échange de 4,99 € par mois pour aussi soutenir le média et nous soutenir financièrement. Le premier élément, c'est que sans ça, on n'aurait jamais pu être ce qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'on ne sera même pas 200 000 abonnés sur YouTube, voire moins. Et donc, déjà, je tiens à les remercier. Le deuxième élément, c'est qu'on a rencontré des problématiques à partir de juin-juillet 2022 parce qu'on s'est fait hacker notre site internet. Donc pendant plusieurs mois, il a été mobilisé. Parce que dans le même temps, comme je l'ai dit, on a dû restructurer notre entreprise parce qu'on n'a pas fait la levée de fonds. Parce qu'on a également un partenaire, vous savez, on a des partenaires comme Terre de France qui est absolument génial. On va continuer à travailler avec eux. Mais on a un autre partenaire qui nous a roulé dans la farine, pour être clair. Donc on a perdu de l'argent là-dessus. Donc ça a été compliqué.
Et à ce moment-là, soit on faisait uniquement des contenus exclusifs, soit on continuait aussi à produire sur YouTube. Et ce qu'on a vu, c'est que quand même, malgré tout, la majorité des gens qui nous soutenaient financièrement voulaient d'abord le faire pour qu'il y ait des contenus accessibles au maximum. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on a privilégié. Et moi, personnellement, je ne pouvais pas communiquer sur ce hacking parce que, encore aujourd'hui, il y a des questions un peu légales et juridiques à ce niveau-là. Ce que je dis pour ces abonnés, c'est que nous avons prévu, évidemment, et je l'avais annoncé sur le canal Telegram, des compensations. Donc, il y en a plusieurs. Le premier élément, c'est que je vous demande d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Si vous avez été abonné annuel ou si vous avez été abonné mensuel plus de 6 mois après juin 2022, envoyez un mail, donnez votre nom, votre prénom, dites entre quand et quand vous avez été abonné mensuellement ou à l'année, etc. Et en fonction, vous aurez une compensation. Donc, on propose des casquettes de livre noir. Si ça vous intéresse, on vous en enverra. On vous propose également un nouveau produit qu'on va développer, qui est un MOOC de livre noir. Je vous en parlerai plus tard. C'est-à-dire qu'une fois par an, on va vous proposer un livre avec très belles photos de nos invités, des retranscriptions des entretiens. Vraiment un objet que vous pouvez conserver chez vous, parce que même si on est un média digital, c'est important malgré tout d'avoir une trace matérielle. Et également, enfin, si vous mentionnez le fait que vous êtes intéressé, vous aurez une place offerte pour l'événement de rentrée de septembre. Et si vous voulez venir avec un membre de votre famille, eh bien, vous pouvez le signifier. Ce que je veux ajouter aussi de plus, c'est que votre argent a permis de faire en sorte que Livre Noir soit reconnu, non pas seulement comme une chaîne YouTube, mais comme un véritable média. Pourquoi ? Parce que, vous savez, pour être un média, il faut recevoir un agrément presse du ministère de la Culture et c'est compliqué à obtenir. Et nous, on l'a obtenu en juin 2022. On pensait l'avoir dès janvier 2022. Sauf qu'on a eu des complications, notamment parce que Mediapart, à l'époque de l'élection présidentielle, a commencé à nous taper dessus en disant qu'on n'était non pas un média, mais une société de communication d'Éric Zemmour. Et leur objectif, je l'avais compris dès le début, c'était d'essayer de dire à la CPPAP, qui donne ces agréments, ne leur donnez pas l'agrément, qui leur permettra d'avoir une TVA à 2%, qui leur permettra d'avoir des dons défiscalisés, d'avoir des cartes de presse, d'être reconnus, etc. Tout ça qui aurait pu être très, très utile dans une campagne présidentielle, puisqu'il y avait plein d'accès qu'on ne pouvait pas avoir à cause de ça. Et donc, ce type d'article a été très dur pour nous, et on a eu notre agrément beaucoup plus tard que prévu, ce qui fait qu'on a eu des pertes financières, que ça a été compliqué, et qu'en même temps, il fallait continuer à investir dans un site internet, dans des articles payants. On avait une excellente rédactrice en chef du service web qui a développé ça. Donc vraiment, dites-vous que c'est grâce à vous, parfois vous ne l'avez pas forcément vu, qu'on a pu justement accéder à la capacité d'être un véritable média qui nous permet justement demain de faire un documentaire sur l'immigration qui sera reconnu. Et donc, je tiens véritablement à vous remercier. Donc, ce soutien que vous avez fait et que j'espère que vous continuerez à faire, il est vraiment très important pour nous, pour Livre Noir. Pour qu'on augmente en qualité, pour qu'on continue à travailler. Moi, personnellement, je suis passionné par ce média, j'ai donné énormément. Et il faut, malgré tout, qu'on puisse aussi proposer à des jeunes qui vont travailler d'avoir demain un stage rémunéré, de pouvoir, s'ils travaillent bien, avoir un CDI, de pouvoir être dans une logique de projection, parce que sinon, ce sont des projets qui finissent par s'écrouler au bout de 6 ou 12 mois. Il y en a beaucoup comme ça. Et donc, c'est le soutien de personnes comme vous qui nous aident. Et si vous voulez continuer à le faire, eh bien, il y a évidemment notre Tipeee, il y a toujours ces contributions, mais aussi aujourd'hui, avec cet agrément, on a la possibilité de faire des dons défiscalisés à hauteur de 60 ou 66%. Donc, si vous souhaitez en faire, notamment d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour nous dire que vous souhaitez faire un don à telle adresse. Vraiment, c'est important. Nous, on est dans une logique, je le dis encore une fois, chez Livre Noir, d'investissement. On essaye de faire en sorte de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Et donc là, si on peut faire un excellent documentaire, rassembler 2000 personnes lors d'un événement, on le fera. Mais on ne s'arrêtera pas à ça. L'objectif, c'est de taper le 1 million d'abonnés sur YouTube d'ici 4 ans. Et ça, on y parviendra. Et ce qu'on espère, c'est y parvenir aussi grâce à vous. Alors, une question de Teto le Dozo sur YouTube. Bonjour, ma question est la suivante. Qu'est devenu l'intervieweur qui a fait les interviews, qui faisait des interviews au début de Livre Noir, etc. Qui est un très bon intervieweur. Donc c'est François Devoyer, qui est un des associés de Livre Noir. Donc on a un capital, il a 10% de la société.
qui a commencé les entretiens donc, dès février 2021 et qui, effectivement, en avril 2022, a décidé de se mettre en retrait, notamment aussi parce qu'il a des projets personnels. Je crois qu'il passe, par exemple, son bac agricole, il a des projets d'écriture, il est vraiment porté sur l'aspect environnemental. Donc voilà, il était très bon. Et en avril, donc, il est parti. Il a été remplacé par un autre intervieweur qui était également programmateur. Donc je remercie parce que là, il vient de partir parce qu'il a d'autres projets. Il part dans le sud, profiter un peu du soleil. Je le comprends, je jalouse aussi. Et donc, j'aurai, moi, personnellement, la lourde responsabilité de reprendre ces entretiens. Ces entretiens, d'ailleurs, dont on va bientôt parler au niveau de la liste que vous proposez. Donc là, on va passer je crois que vous avez été près de 500 ou 600 personnes à proposer des noms sur YouTube, sur Telegram, sur Instagram, sur Twitter. On vous remercie. On va passer vraiment à toutes les suggestions d'invités qui, de facto aussi, induisent des questions sur la ligne, des critiques, etc. Je vais essayer d'en prendre un maximum. La première, c'est à quand le retour de Zemmour en interview sur votre chaîne pour revenir sur la présidentielle. C'est vrai que cette interview du mois de juin, il avait été formidable, on ne s'y attendait pas. Je me rappelle encore une fois de BFM TV qui commentait en direct en disant « Éric Zemmour est sur Livre Noir, il va peut-être annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ». C'était absolument fou. Donc on était ravis. Je crois qu'on a dépassé 1,1 million de vues sur cet entretien. Et donc, on lui a envoyé une invitation. Je crois qu'en ce moment, il est très pris pour la promotion de son livre. Mais évidemment, on espère qu'il pourra revenir. En tout cas, il vient comme il veut, quand il veut. Ah oui. Alors là, je tombe sur une autre question. C'est toujours Georges, le patron. Alors, Georges qui est génial. On espère d'ailleurs l'avoir en invité au mois de juillet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Là, je grille les cartouches. Donc Georges qui animait la GAV, etc. Effectivement, il a été provisoirement directeur de la rédaction de Livre Noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois de novembre dernier, moi, tout en étant président de Livre Noir, donc toute cette année, j'ai quand même continué à travailler dessus à fond, parce que de toute façon, c'était chez moi que ça se faisait. J'ai voulu me mettre en retrait public, honnêtement, pour arrêter d'avoir des ennuis et pour être un peu tranquille, ça peut arriver à tout le monde. Et en même temps pour mettre en avant d'autres personnes. Et donc, j'avais proposé à Georges d'être directeur de la rédaction. Et voilà, c'était une période un peu compliquée. Georges voulait se lancer, plus développer sur sa chaîne YouTube, ce qu'il a excellemment fait. Moi, je vous encourage encore une fois à vous abonner à sa chaîne, à le soutenir. On est très amis dans l'équipe, donc il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Donc voilà, concernant Georges, donc on espère qu'il viendra pour un entretien au mois de juillet sur le fauteuil rouge, parce qu'en fait, on l'a reçu et on a planté le son. Donc voilà, ça fait partie des aspects techniques, c'est pas un complot. Ah, la question délicate de Gracchus Babeuf. À quand Conversano, s'il vous plaît, ce serait extraordinaire. Alors là, je pense qu'il y a quand même une petite sélection, parce qu'on n'a pas les messages, mais on les mettra peut-être à l'écran, qui disent « Pourquoi vous n'avez pas invité Conversano ? Ça fait 1 an, vous avez fait un sondage, on attend que Conversano vienne, etc. » Bon, soit je fais durer le suspense, soit je ne le fais pas durer, je ne sais pas encore. En tout cas, pour vous dire, c'est que l'été dernier, effectivement, on a fait un sondage pour demander à notre communauté, voilà, on reçoit aujourd'hui des personnalités de gauche et d'extrême gauche qui ne sont pas du tout sur notre ligne éditoriale. Est-ce qu'il faut recevoir des gens qui sont qualifiés véritablement par la doxa comme d'extrême droite, tels que Daniel Conversano, qui n'est reçu par personne. Je crois même que TV Liberté ne le reçoit pas, les médias alternatifs ne le reçoivent pas, mais qui a une communauté. Il a à peu près 25 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. De base, moi, ça m'intéressait d'avoir votre opinion. On va mettre les sondages massivement. Même si on sait que, évidemment, les soutiens qui sont très forts de Daniel se sont rendus sur ces sondages, malgré tout, massivement, vous étiez partant qu'on l'invite. Après, nos interrogations personnelles étaient plutôt de se dire que l'audience de Livre Noir attend aussi qu'on continue à recevoir une pluralité d'invités. Et la problématique qu'on a à chaque fois, et ça on ne peut pas vous le dire de façon totalement transparente, parce que sinon on va se cramer auprès d'invités qui ne viendront plus, c'est qu'il y a des invités qui, si on reçoit un certain type d'invités, ne viendront plus. Ce ne sont pas d'ailleurs forcément les invités de gauche, mais comme je le disais, ce sont plutôt les invités conservateurs.
On va s'arrêter là sur les révélations. Parce qu'ils vont être plutôt moins courageux, on va dire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a 340 000 abonnés. Point. C'est ce qu'on a toujours dit depuis le début. Plus on a d'abonnés, plus on peut être prescripteur, plus on peut décider de ce qu'on fait. C'est pour ça que l'objectif, je vous le dis, d'ici 4 ans, c'est d'être 1 million d'abonnés et d'inviter qui on veut. Dans 4 ans, on pourra inviter qui on veut parce qu'on saura qu'en fait, de toute façon, les gens viennent parce qu'à un moment donné, on a de l'audience. C'est pour ça qu'on dit Livre Noir fait la course aux vues, à l'audience, etc. C'est assez faux parce que le premier élément, c'est qu'une vue, c'est une personne derrière et que d'un côté, au niveau électoral, on est capable de dire, écoutez, il faut que les politiques, ils écoutent un peu le peuple parce que sinon, ils vont arrêter d'être élus. Donc, écouter les gens, c'est pas mauvais, en fait. Je trouve que c'est mieux d'écouter les gens que d'écouter des petits clubs parisiano-parisiens. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, plus on fait de vues, plus on a d'abonnés, plus il y a des gens qui vont venir. Tout simplement parce qu'on va leur dire, écoutez, il y a tant d'abonnés. Si demain, vous lancez une chaîne YouTube avec 3 abonnés, ils vont vous rire au nez, ils vont dire, on vient pas. Ils viennent pas pour nos beaux yeux ou parce qu'on a un réseau. Ils viennent parce qu'on est capable d'apporter de l'audience, de faire vendre leurs livres, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y avait cette interrogation. Aujourd'hui, je vais faire arrêter le suspense. J'ai eu Daniel Conversano il y a quelques jours. Et donc, je l'ai invité sur Livre Noir, donc pour un grand entretien sur le fauteuil rouge. Ça se passera au mois de juillet. Donc, je suis très content de pouvoir le recevoir. Évidemment, on ne partage pas toutes les opinions et en même temps, ce n'est pas mes opinions qui doivent dicter les choses. Il y a beaucoup d'invités, on ne reçoit pas les opinions, donc on va le recevoir comme tous les autres. Ce ne sera pas un débat, il y aura peut-être 5 ou 6 minutes d'écharpement, mais il n'y aura pas de... Voilà, on veut le recevoir, il représente quelque chose. Il a écrit des livres, et donc c'est important de pouvoir le faire. Et si des gens nous critiquent pour ça, tant mieux. S'ils nous critiquent, ça veut dire qu'ils continuent à nous suivre. Et s'ils arrêtent de nous suivre pour ça, c'est qu'ils n'ont pas compris Livre Noir. Parce que les gens aiment quand on reçoit des invités qui vont critiquer, par exemple, la gestion de la crise Covid. Et pourtant, s'ils regardent bien, le premier invité, encore une fois, c'était Laurent Alexandre. Donc, la diversité chez nous, c'était important. Donc, on est content de recevoir Daniel au mois de juillet. On n'a pas encore la date. Donc voilà. Alors, une question de Jean Valjean. Excellent pseudo, d'ailleurs, sur YouTube. Mettre en avant les militants identitaires qui ne sont pas invités ailleurs ou très peu. L'identité est l'enjeu de l'avenir. C'est vrai, c'est pour ça qu'on va faire aussi ce documentaire sur l'immigration et cet événement en septembre. En effet, donc on va inviter différentes personnalités. Je pense à Bernard Lugan, on lui a envoyé une invitation, on espère qu'il pourra venir. Et surtout, cet été, on va consacrer, je pense qu'on va essayer d'institutionnaliser ça chez Livre Noir, un été consacré aux youtubeurs et aux influenceurs, notamment qui pour une large part sont identitaires, qui n'ont pas du coup pignon sur rue sur BFM TV, encore moins sur France Info aux côtés des journalistes de Blast. Et donc, on va essayer d'inviter, j'aimerais beaucoup avoir Thaïs Descuffon, qu'on avait reçu aussi sur la JV, mais là, qu'on aimerait recevoir sur le fauteuil rouge. Donc, il faut qu'on l'invite dans les prochains jours. Je pense qu'elle verra ça dans cette vidéo, mais on va l'inviter, on la connaît un peu. J'aimerais beaucoup recevoir Christopher Lann. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il m'a conseillé, je l'ai croisé la dernière fois, un événement de Valeurs Actuelles qui était vraiment très bien. Coucou aux amis de VA+. Et qui m'a conseillé un film et qui s'est avéré très bon. On aura Daniel Conversano, comme on a dit, et il peut y avoir aussi d'autres youtubeurs. Donc pareil, on va vous solliciter sur le formulaire que je vous invite à remplir pour essayer de voir, parce qu'on aura 7 ou 8 invités, on ne va pas pouvoir recevoir tout le monde. En même temps, on a des idées de format pour l'année prochaine. C'est pareil, on va là-dessus essayer de vous consulter. Mais oui, il faut qu'on reçoive des gens des milieux identitaires qui, pour le coup, vraiment ont peu de place dans les médias. Et je pense que même s'il faut garder ce côté de diversité chez Livre Noir, il faut qu'on se sente aussi à un moment donné investi d'une mission en tant que presse, avec autant d'abonnés pour donner de l'audience et recevoir des personnalités qui sont parfois bannies ou qui ont vraiment des choses à dire. Le cardinal Robert Sarra. J'adorerais, surtout qu'il a écrit un livre sur Benoît XVI qui vient de paraître, mais je n'ai pas son contact. Donc si quelqu'un l'a, je suis très intéressé par ça. Un autre, Émile, donc, qui parle de personnalités comme Pierre Conessa, dont j'aimerais beaucoup. Christine Kelly. Alors Christine Kelly, on l'a par message depuis à peu près 1 an. Elle nous a donné un accord de principe
mais elle est très prise, donc je pense qu'elle viendra au mois de juin. Au mois de juin, donc, il y aura aussi Charlotte Dornelas, donc je le vois dans les noms, qui a donné son accord de principe. Geoffroy Lejeune aussi, qui a donné son accord de principe. Je précise d'ailleurs que le premier entretien commence le 30 avril, donc dimanche, ça sera avec Patrick Buisson. Sonia Mabrouk. Alors Sonia Mabrouk, c'est compliqué. Jamais eu de réponse, mais on va continuer. J'aimerais beaucoup la voir. Alors, qui a d'autres? Le trop rare mais passionnant Jean-Claude Michéa. On compte sur vous. J'en parlais justement cet après-midi où j'ai réalisé un entretien de Michel Onfray, donc qui sera le deuxième entretien sur son nouveau livre Anima qui est vraiment passionnant. Et donc à la fin, je lui parlais du fait qu'il arrivait bien à populariser ses livres, etc., un grand public, et qu'il y avait des personnalités comme Jean-Claude Michéa, pour le coup, qui était complètement recluse. Donc je lui disais, c'est impossible d'y accéder. Donc il m'a dit que Jean-Claude Michéa préparait un livre, notamment sur les nouvelles technologies à la rentrée de septembre. Donc on va essayer, je pense même, petite idée pour la régie, peut-être qu'on pourrait même aller, pas chez lui, mais se rendre là-bas et essayer de montrer qu'on est un peu plus motivé que les autres pour faire en sorte qu'il vienne, parce que c'est vrai qu'il a sa place sur le fauteuil. Emmanuel Todd, dit Alexandre, cet homme est passionnant. Il est passionnant, mais jamais répondu, jamais dit oui. Je pense qu'il est beaucoup sur Marianne. Je ne l'ai jamais vu dans un média de droite. Je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant, c'est dommage. Mais j'espère qu'il finira par venir. Il serait bien de recevoir Jacques Baud pour une mise au point sur la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'il est très intéressant. Je pense qu'encore une fois, on va continuer. L'ambassadeur de Chine, donc, qui a fait polémique récemment, donc normalement, il doit venir. Mais il faut qu'il trouve du temps. Alors, il trouve du temps pour LCI, mais je pense qu'il en trouvera pour nous. Donc d'ici cet été, ça serait pas mal. Bernard Lugan, dit quelqu'un. Donc Bernard Lugan que le doc avait reçu. Je remercie d'ailleurs le doc qui faisait des excellentes émissions chez nous. Donc Bernard Lugan qu'on a invité. Donc je pense qu'on pourra le recevoir d'ici l'été s'il revient à Paris dans les semaines à venir. Encore une fois, on parle de Paris, mais on n'y peut rien. Je suis breton, j'adorerais qu'on ait un studio en Bretagne, qu'on ait un média breton, etc. On n'a pas le choix, ça se passe à Paris, nos invités sont à Paris, etc. Si on était ailleurs, il faudrait leur payer les billets de train, ce serait très compliqué, il ne se passerait rien. Ça, faut honnêtement pas s'en prendre à nous. Faut s'en prendre au manque de décentralisation, aux parisiens, mais ça ne dépend pas de nous. Ou Papacito, ce serait bien de le réinviter et de s'unir plutôt que de nous diviser bêtement. Alors c'est vrai, Papacito, ça me permet de clarifier un point. Parce qu'on a eu effectivement des petites échauffourées, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, en septembre dernier avec Papacito, autour de l'enquête reportage qui devait être faite avec son ami qui était fermier, qui avait une histoire absolument dingue qui lui arrivait. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 3-4 mois avant, il m'en avait parlé. Il m'avait dit, est-ce que vous êtes d'accord de venir dans le sud, de travailler sur ce sujet, etc. Et en fait, ça devait se passer en octobre. Et donc, pour moi, c'était en octobre, mais on était en septembre, il y avait encore le temps. Dans le même temps, on avait des problématiques, comme je vous le disais, financières. Donc, se déplacer, en fait, beaucoup de gens, parfois, nous demandent. Et en fait, ça peut coûter de l'argent. Et voilà, encore une fois, je suis entrepreneur. À un moment donné, vous regardez le début du mois et si vous voyez qu'il vous manque un peu d'argent, ça peut paraître dérisoire pour notre audience ou des gens à côté, mais en fait, ça a un coût. Parce que tout ça, ça a un coût. Donc, en fait, il y avait ces problématiques-là. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que Papacito, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui voulait aider son ami fermier. Je comprends, parce que moi, ça me parle encore une fois, et qu'on voulait le faire, et qu'il a voulu nous mettre un coup de pression pour qu'on le fasse avec Valeurs Actuelles. Nous, de notre côté, moi, en tout cas, personnellement, j'ai un tempérament plutôt du Sud, même si je ne suis pas du tout du Sud, mais je suis du Nord. Donc, on a réagi là-dessus. Je pense que là-dessus, ce qui est l'erreur, et ça, c'est ce que j'ai appris, c'est que les gens qui nous suivent n'attendent pas des dramas. Et moi, je noterais plutôt un message que j'avais reçu de quelqu'un qui est devenu un ami, qui est un policier de Marseille, qui vraiment, surtout en ce moment, vit des situations compliquées, qui m'a dit, voilà, je suis Papacito, je suis Livre Noir, et ça me rend triste de voir que vous vous rentrez dedans.
La première chose que je dirais, c'est que heureusement qu'on se rentre dedans. Ça veut dire qu'on est jeune. Et ça, c'est important malgré tout de le faire. La différence, c'est que oui, il ne faut pas prendre en otage les gens. Donc, c'est quelque chose que je pense de notre côté, on ne fera pas. Et en même temps, il faut comprendre que ça n'a pas plus d'impact que ça. Papacito, on l'aime beaucoup. Je pense qu'il aime beaucoup aussi notre travail. On s'entend très bien avec sa maison d'édition, donc les éditions Magnus, qui est dirigée par Laura Magnier. Et on aimerait évidemment pouvoir le recevoir dans les mois prochains. On sait très bien, parce que ça, vous ne le réalisez pas forcément. Moi, j'ai énormément d'estime pour tous les créateurs de contenu, tous les écrivains patriotes, les indépendants, etc. Parce qu'en fait, ils s'en prennent plein la gueule. Même quand c'est des stars comme Papacito, ils s'en prennent plein la gueule. Il y a plein de critiques tout le temps. Et les gens n'ont pas conscience de tout ce que ça implique derrière. Ils n'ont pas conscience. Parce qu'en fait, les autres personnalités qui sont en général exposées, elles ont un conseiller com, elles ont une société, elles ont de l'argent, etc. Eux, ils sont dans des situations, ils peuvent se faire bannir leur compte, ils peuvent se faire arrêter par la police, parce qu'aujourd'hui, il y a une censure qui est prégnante, qui a touché aussi Papacito, et que tout le monde pense que ces gens-là ont de l'argent alors qu'ils n'en ont pas. Et donc, c'est quelque chose de très difficile. Et humainement aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'implications. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Papacito, de toute façon, est plutôt en retrait des médias. Il fait des podcasts que je vous invite à regarder. Et donc, il veut être en retrait. Donc je ne pense pas qu'il viendra dans les mois prochains. Je ne suis pas sûr qu'il vienne dans d'autres médias d'ailleurs. Je pense qu'il est assez cohérent d'ailleurs avec son mode de vie. Son mode de vie que j'envie d'ailleurs sur certains éléments. Je trouve ça génial. Donc voilà. Mais le jour où il veut revenir, on sera ravis de le faire. On l'avait reçu sur un live génial qui d'ailleurs avait sauté la vidéo. On avait dépassé 1 million de vues. Ça avait sauté pour une petite phrase sur le Covid. Il n'y avait rien de dingue. On l'avait réuploadé en coupant la phrase sur le Covid. On s'était fait quand même censurer. On s'était fait après bannir la chaîne pendant 2 semaines. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'entretien de Papacito sur la chaîne YouTube de Livre Noir, même si ça avait fait beaucoup parler. Je crois qu'il doit être en podcast peut-être. Donc voilà, donc on sera content de le recevoir. Jean-Marc Jancovici. Alors, autant il y a des invités, vous avez cité des noms, je ne vais pas le dire. Je suis diplomate parce que je me dis, ils pourront peut-être venir. Jancovici, jamais. Parce que, on est l'extrême droite. Ouais, c'est rance, en fait. Ça sent mauvais, quoi. Donc nous, on n'est pas au niveau, Jean-Marc Jancovici. Donc une fois, il était d'accord, il nous a écrit un mail en disant voilà, quoi, en fait, vous n'êtes pas au niveau, quoi. Donc voilà, donc ça, je voulais le dire, parce qu'en fait, ceux qui nous regardent, en fait, ça veut dire qu'il vous dit aussi que vous n'êtes pas au niveau, parce que c'est ce qui se passe. Et je trouve ça extrêmement... ça me rappelle un peu la polémique qui s'est passée avec Hugo Clément chez Valeurs Actuelles. Les gens se plaignent tout le temps, dire « Ah oui, l'écologie, la droite n'en parle pas, la droite n'en parle pas. » Mais en fait, tous ceux qui ont des choses à dire sur l'écologie, est-ce qu'ils viennent parler à la droite? Est-ce qu'à un moment donné, juste, ils viennent, alors qu'on leur tend un micro, on leur déroule un tapis rouge. Jancovici, il aurait juste à s'asseoir sur un fauteuil rouge et il nous explique ce qu'il pense. À un moment donné, qu'est-ce qui va être problématique? Parce qu'il va être sur le même fauteuil rouge que celui où s'est assis Éric Zemmour. Dans ce cas-là, il faut qu'il arrête d'aller chez LCI, chez CNews, chez BFM TV, même chez Thinkerview, en fait. Donc voilà, c'est la grande déception. Je détaillerai plus, parce que je pense qu'il y a aussi des intérêts, mais voilà. Ça, pour le coup, je préfère être transparent, parce que je pense que de toute façon, il ne viendra jamais. Louis de Bourbon, duc d'Anjou, ce sera une bonne idée. Jean-Claude Michéa, d'autrement, le général de Vivier, on l'a invité, on aimerait bien qu'il revienne. Son frère aussi. Sky de Thinkerview, Kraken a demandé ça. Ça serait intéressant, mais je pense qu'il dira jamais oui. En tout cas, moi, il nous a bloqué sur Twitter au bout de 3 semaines. Donc voilà. Étienne Chouard, on l'a reçu aussi cette année. J'aimerais bien qu'il revienne. Il est dans le sud. Il vit en PACA. Jordan Bardella ou Laurent Wauquiez. Alors Bardella, on lui a envoyé une invitation. On espère qu'il viendra, parce que c'est vrai que c'est un format d'entretien qu'il n'a jamais fait. On aimerait un peu mieux connaître son fond idéologique, son histoire, qu'il ait un format où il a du temps, etc. Je pense que ça lui correspondrait vraiment.
Donc on espère qu'ils viennent. Aussi, il y a un élément, c'est que parfois on nous a dit « Oui, mais Livre Noir, vous êtes très pro-Zemmour, etc. » Mais en fait, on invite tout le monde. On invite tout le monde. Donc on aimerait aussi beaucoup que Marine Le Pen puisse venir. J'aimerais vraiment qu'elle vienne. Et on invite tout le monde. On a des formats d'entretien qui sont bienveillants. Après, on ne va pas obliger les gens. Et on n'a pas un réseau faramineux. On ne passe pas notre vie à aller prendre des pots, aller dans les cocktails pour essayer de faire du réseau. D'ailleurs, je pense qu'on devrait presque en faire un peu. Mais voilà, parce qu'on travaille en fait. Donc on envoie des invitations et parfois il n'y a pas de réponse du tout. Parfois il y a des noms et parfois il y a des réponses positives. Et donc on espère qu'on pourra avoir Jordan Bardella ou Marine Le Pen. François-Xavier Bellamy, je lui ai envoyé un SMS cette semaine. J'aimerais bien qu'il puisse venir. Le juge Trévidic, si quelqu'un a son contact, ça m'intéresserait beaucoup. Vincent Lapierre aussi, dit Godine. Vincent Lapierre avait dit à un de mes programmateurs, parce que parfois un programmateur qui nous aide quand il a des contacts que nous on n'a pas, que Lapierre était partant. Donc, mais ça devait être en avril-mai. Donc s'il peut à nouveau, on sera ravis de l'avoir. Je trouve qu'il a très bien boosté cette année, que c'est une vraie référence en termes de reportage, etc. Donc c'est intéressant. Rokhaya Diallo, dit Florian. Rokhaya Diallo, il faut savoir que j'ai eu pas mal d'échanges SMS. Elle était partante au début, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est votre faute, quoi. C'est-à-dire que elle m'a dit oui, mais j'ai peur de votre audience, ils vont nous insulter, etc. Bon, je lui ai dit, je pense que c'est vrai, qu'on a une audience qui est plutôt élevée. Moi, je trouve qu'on a plutôt une audience d'un bon niveau, qu'ils auraient complètement accepté qu'elle vienne. Mais in fine, je pense qu'elle ne viendra pas. Mais voilà, on avait tenté. Je retenterai quand même cette année. Même si certaines personnes disent qu'il ne faut pas de gauchistes chez Livre Noir, on va quand même le faire. Finkielkraut, il avait dit oui, donc on essaye de booker la date. Donc comme je vous ai dit, on a Patrick Buisson en premier, Michel Onfray, Maffezoli, on a Stéphane Simon, on a un accord de principe de Geoffroy Lejeune, Mathieu Boccoté, Charlotte Dornelas en juin, peut-être Christine Kelly. En juillet, je vous ai dit un peu les youtubeurs qu'on voulait avoir, dont Conversano qui a dit oui. On a 2 invités de gauche, dont un très connu, mais évidemment, tant que ça ne sera pas en boîte, tourné, monté, etc., on ne dira rien parce que jusqu'au dernier moment, ça peut changer d'avis. Et d'autres invités aussi, mais ça, on ne les dit pas. Sinon, d'autres personnes vont les inviter. On veut quand même garder un petit peu d'exclus chez Livre Noir. Pierre-Yves Rougeron, on l'a reçu, 400 000 vues, qui était vraiment très bien. Je pense qu'on le réinvitera pour la rentrée. Laurent Berton aussi. Ah oui, Marceau, évidemment. On reçoit Marceau. Je crois que c'est fin mai que l'entretien est réalisé. On s'entend très bien avec les éditions Magnus. Donc Marceau va venir. On adore, on l'a reçu 2 fois déjà. Et donc Oberton viendra plutôt à la rentrée, parce que je crois qu'il a un autre projet de livre à ce moment-là. Et là, on arrive à une question de Benjamin sur YouTube, sur Charles Gave, pour qu'on le reçoive. Alors ça va demander une petite réponse un peu plus élaborée. Beaucoup de choses ont été dites, ont été écrites à propos de ça. Pour le coup, ça me concerne, mais ça impacte Livre Noir. Donc à un moment donné, je suis obligé de répondre. Ça devait être en septembre dernier, des tweets, puis des articles sont parus où Emmanuel Gave essayait d'expliquer que j'étais une sorte de dealer, le principal dealer de cocaïne de Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. Donc en ce moment, moi, j'étais en Ukraine, parce que j'ai réalisé d'autres documentaires que j'ai fait pour d'autres médias. Et il s'avère que je découvre en direct sur Twitter que je suis un énorme dealer cherché par Interpol, etc. Donc il y a ça qui a été écrit. Il y avait d'autres éléments qui avaient été dits aussi 12 mois avant, qui disaient que je l'avais volé avec un ami à hauteur de 600 €. Dans les faits, en fait, j'avais touché 200 € en cash. J'avais 21 ans, je gagnais rien parce que j'étais militant en politique à l'époque. On m'a appelé en me disant il faut que de 20h à 7h du matin, tu travailles toute la nuit pour essayer de travailler sur la suppression de tweets, etc. Là-dessus, je suis complètement transparent. Et donc, tu vas toucher 200 €. J'ai touché 200 €. Je pense que travailler au dernier moment, travailler toute une nuit pour ça, une nuit blanche,
C'était pas du tout du vol. Et en fait, je me suis retrouvé accusé de vol, alors que je suis pas du tout un voleur, que je vis pas du tout au-dessus de mes moyens, etc. Je n'ai jamais répondu là-dessus. Jamais. Ni dans un tweet, ni rien. L'histoire du trafiquant de cocaïne, j'avais l'impression de me retrouver dans une série. En fait, le parti Reconquête, Zemmour, et un autre ami, ils ont porté plainte. Et ils m'ont appelé en me disant « Il faut que tu portes plainte contre Emmanuel Gave, c'était très facile, on pouvait gagner. » Et il s'avère que je ne l'ai pas fait, et pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire pour la simple et bonne raison que j'estime énormément le travail qui est fait par les Gave, y compris Emmanuel Gave, qui travaille évidemment avec son père Charles Gave. Et je n'ai pas envie de rentrer dans ce type de procédure. Je n'ai pas envie de me dire « Voilà, on va commencer à s'attaquer entre nous. » Pour autant, je suis obligé de donner ce type d'éléments pour vous dire qu'en fait, Charles Gave ne viendra jamais chez Livre Noir, pour ce type de raisons. Mais ce sont des raisons qui sont fausses. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. J'espère d'ailleurs qu'après la diffusion de cette FAQ, il n'y aura pas d'utilisation pour relancer le jeu. Je ne rentrerai pas dedans. J'ai rien à prouver, etc. Je considère qu'à partir du moment où on essaie de me dépeindre comme un trafiquant de cocaïne cherché par Interpol, c'est suffisamment farfelu pour que ça montre qu'en fait tout ce qui est dit est faux, tout simplement. Voilà. Mais je voulais le dire parce que je sais que j'ai reçu des messages de gens qui croient vraiment dans ce genre de choses. Et en même temps, il ne faut pas en vouloir à Emmanuel Gave. En tout cas, moi, je ne vais pas commencer à l'attaquer, à porter plainte. Mais évidemment, je suis déçu qu'en fait, ça prive l'audience de Livre Noir de pouvoir voir Charles Gave, que j'apprécie beaucoup, mais que vous pouvez aussi voir sur d'autres chaînes YouTube. Donc voilà. Donc là-dessus, pour le coup, je profite de cette question qui est posée pour répondre au sujet de Charles Gave. Alors, David Linard, le futur de la droite, on va le réinviter effectivement. Stéphane Edouard, on était en contact, on va le réinviter, on va le relancer. Donc voilà, là, c'était un peu toutes les questions. Je crois que j'en ai d'autres. Les équipes, ça, je suis retombé dedans. Non, je pense qu'on a à peu près... On a à peu près répondu à tout le monde. Michel Onfray, je vous ai dit qu'on l'avait eu. Papacito... donc voilà, Rob Dreher, quelqu'un qui propose, Rob Dreher, que j'avais rencontré à Hongrie, autour de verre, quand je travaillais à une époque pour un think tank qui s'appelle le Danube Institute. Donc voilà. Alors avant de terminer, une conclusion qui va servir aussi de résumé des projets qu'on a pour Livre Noir et sur lesquels on demande votre soutien. Le premier, c'est ce documentaire sur l'immigration. 80% a déjà été réalisé. Mais si vous voulez nous aider, vous avez deux choses à faire. Le premier, c'est que si vous êtes en France et que vous connaissez une situation particulière liée à l'immigration, dans un village, etc., envoyez-nous un mail à l'adresse qui s'affiche pour qu'on organise une séquence, qu'on voit si c'est intéressant et comment on peut montrer aussi, en sortant des clichés uniquement de la Seine-Saint-Denis ou de Marseille, comment il y a des villages français qui sont touchés négativement d'un point de vue économique ou sécuritaire par l'immigration. Le deuxième point pour nous aider sur ce documentaire, c'est que ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir se rendre à la source, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. On a fait la Tunisie, on a fait le Maroc, on a fait la route des Balkans, mais ce qu'on aimerait, c'est un peu aller montrer la thèse de Stephen Smith, vous savez, son ouvrage « Ruée vers l'Europe » qui montre qu'une majorité d'Africains veut venir en Europe, rêve d'Europe et rêve de France. Et donc, on veut se rendre au Cameroun et en Côte d'Ivoire pour avoir un documentaire complet. Donc, si vous voulez nous aider, il nous manque 5 000 € pour ça. On a mis le lien de la cagnotte. Et n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez faire un don défiscalisé, vous nous envoyez un mail. Un don défiscalisé, c'est au-dessus de 50 €. Vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Le deuxième projet, c'est l'événement de la rentrée de septembre. Le but de cet événement, c'est vraiment de faire un maximum de bruit autour de ce thème de l'immigration, en diffusant d'ailleurs ce documentaire sur l'immigration, en essayant de coaliser, si certains le souhaitent, des associations, des intellectuels, des experts, peut-être sur une soirée, sur une journée. On peut être 300 comme on peut être 2000, ça dépend de vous. Donc vous pouvez prendre votre place d'ores et déjà. Et le 1er juillet, on s'engage à ce que s'il y a 1000 places qui ont été vendues, on réserve une salle comme le Cirque d'hiver par exemple, fin septembre avec 2000 personnes. Et chaque mois, on fera un live. Le prochain, ça sera dans un mois. On vous présentera les avancées de notre projet. Ça, c'est important. On sait organiser ce type d'événement et on le fera. Le troisième point, le troisième projet, c'est ce grand questionnaire.
on va développer d'une façon... on va développer à partir de septembre Livre Noir, comme on vous l'a dit, mais on veut d'abord vous sonder. Donc prenez 4 ou 5 minutes de votre temps, allez en description de cette vidéo, suivez le lien justement au niveau des questionnaires et dites ce que vous attendez de Livre Noir. Votez sur les formats que vous souhaitez, les invités que vous souhaitez, etc., etc. Et encore une fois, on vous partagera tous les mois dans un live les résultats de ce questionnaire. Le 4e point, c'est le MOOC de Livre Noir. Comme je vous l'ai dit, on veut que vous ayez une fois par an une sorte de livre avec des belles photos de nos invités, avec également des retranscriptions des grands entretiens pour garder une trace matérielle. C'est important de Livre Noir, notamment pour ceux qui nous soutiennent. Et enfin, c'est une idée qu'on lance pour essayer de faire parler un maximum de la question de l'immigration autour de notre événement et de notre documentaire. Si vous le souhaitez, on lancera également une revue uniquement unique, ce ne sera pas mensuel, trimestriel. Le but n'est pas de se lancer dans un magazine papier, mais de vous proposer une revue consacrée à l'immigration à l'occasion de la diffusion de ce documentaire et également de cet événement. Donc pareil, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Encore une fois, n'oubliez pas vraiment que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on peut continuer à produire des vidéos et qu'on va continuer à le faire. Et l'objectif, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés YouTube dans 4 ans. De pouvoir cumuler des dizaines de millions de vues, surtout pour pouvoir donner la parole à des gens à qui BFM TV, France 2, France Télévisions ne donnent pas la parole. Donc c'est grâce à vous et c'est grâce à nos contributeurs payants, c'est grâce à ceux qui nous font des dons, du plus grand don au plus petit don. C'est grâce à ça qu'on peut faire, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut aussi essayer de se challenger pour se dire qu'on fait de plus en plus de meilleures choses, pour essayer de faire à notre niveau un peu bouger le débat public. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi cette FAQ. Je vous donne rendez-vous dès dimanche pour le premier entretien avec Patrick Buisson. Je vous invite encore une fois à voir tous les liens en descriptif de cette vidéo. Je vous invite aussi à commenter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Encore merci et vive Livre Noir, vive le débat d'idées.